2 décembre 2025. Sam Altman envoie un mail à tous les employés d'OpenAI. Objet, code rouge, alerte maximale. OpenAI's Sam Altman is calling a code red for ChatGPT. OpenAI declaring code red as the AI race intensifies. Toutes les autres priorités sont suspendues. Le créateur de ChatGPT vient de déclencher l'alarme générale contre Google. Ouais, Google, l'entreprise qui 3 ans plus tôt était humiliée sur l'IA. Février 2023, Google tente de répliquer à ChatGPT avec Bard, son propre chatbot. Première démo publique, on lui demande d'expliquer les découvertes du télescope James Webb à un enfant de 9 ans. Réponse de Bard, le télescope a pris les toutes premières photos d'une planète en dehors de notre système solaire. Sauf que c'est faux. L'Observatoire européen austral l'avait fait en 2004, presque 20 ans plus tôt. Le lendemain, Alphabet perd 100 milliards de dollars en bourse en une seule journée. À l'époque, les analystes parlaient d'un géant bureaucratique incapable d'innover. La presse tech prédisait déjà la fin de Google. Et pourtant, en décembre 2025, c'est Sam Altman qui panique, parce que Gemini 3 vient d'écraser GPT-5 sur pratiquement tous les tests. Parce que les utilisateurs migrent en masse, parce qu'Alphabet, Google, vient de franchir les 4000 milliards de dollars de valorisation, deuxième entreprise mondiale, juste derrière Nvidia. En 24 mois, le cancre de l'IA est devenu le premier de la classe. Comment ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Google a orchestré le plus grand retournement de situation de l'histoire de la tech. Et surtout, pourquoi leur stratégie devrait tous vous inquiéter. Parce que Google n'est pas juste en train de gagner la course au chatbot. Ils sont en train de verrouiller l'ensemble de l'industrie tech. Des puces jusqu'à votre boîte Gmail. Ils savent tout de vous, de vos déplacements, de vos échanges, de vos recherches et de vos comportements en ligne. Chez Futur Radar, pas de subventions, pas de lobby de la tech, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média 100% indépendant. Dans un monde saturé de communication d'entreprise, s'abonner à cette chaîne, c'est soutenir une analyse objective et libre. C'est simple, c'est gratuit, et ça nous permet de rester incorruptibles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'épisode Bard n'était que le début. Un an plus tard, février 2024, Google lance la génération d'images dans Gemini. Et là, nouveau désastre. L'IA se met à créer des nazis noirs et asiatiques, des pères fondateurs américains représentés comme des femmes de couleur, des papes féminins. Sundar Pichai doit envoyer un mémo à tous les employés. Ces résultats ont offensé nos utilisateurs, c'est totalement inacceptable. Google suspend la fonctionnalité dans l'urgence. 3 mois plus tard, mai 2024, nouveau fiasco. Google lance les AI Overviews, des réponses générées par IA dans les résultats de recherche. L'IA conseille aux gens de manger des cailloux, une excellente source de minéraux, paraît-il. Elle suggère aussi de mettre de la colle sur la pizza pour que le fromage tienne mieux. D'où venaient ces réponses brillantes ? D'un article satirique de The Onion pour les cailloux et d'une blague Reddit vieille de 11 ans pour la colle. Chaque lancement tournait au même. Pendant ce temps, ChatGPT dépassait les 100 millions d'utilisateurs et Microsoft intégrait l'IA partout dans Office. Les analystes se demandaient si Google n'avait pas raté le virage de l'IA pour de bon. Et puis, quelque chose a changé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut arrêter de regarder les chatbots. C'est l'arbre qui cache la forêt. L'humiliation publique était une illusion. Google n'est pas le cancre de l'IA, mais son fondateur. L'entreprise s'appuie sur une décennie d'investissements massifs. Ils ont acheté DeepMind en 2014, le laboratoire qui a livré les célèbres AlphaGo et AlphaFold. L'un est capable de battre les champions du monde au jeu de Go et l'autre de prédire la structure des protéines. Ils ont aussi lancé les Transformers en 2017, l'architecture derrière tous les grands modèles d'IA actuels, y compris ChatGPT. Google était assis sur une mine d'or d'innovation. Le fiasco de Bard n'était pas la déroute de l'innovation, mais celle de la commercialisation. La vraie bataille se joue sur ce que l'on appelle la stack IA, les couches d'infrastructures qui font tourner l'intelligence artificielle. Imaginez une pyramide, les puces tout en bas, puis les data centers, les modèles, les produits et votre ordi ou smartphone tout en haut. Regardez où se positionnent les acteurs. OpenAI développe des modèles et des produits. Nvidia conçoit les puces. Microsoft opère des data centers. Chacun occupe 1 ou 2 étages de la pyramide. Google, ils sont sur les 5 à la fois. C'est ça l'intégration verticale. Et c'est ça qui change tout. Commençons par la base, les puces. Vous connaissez Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. Pratiquement tous les grands modèles d'IA tournent sur leurs processeurs. OpenAI, Anthropic, Meta, tout le monde paye Nvidia, sauf Google. Depuis 2015, Google conçoit ses propres puces, les TPU ou Tensor Processing Units. La différence ?
Les GPU de Nvidia sont polyvalents. Les TPU de Google sont spécialisés dans un seul type de calcul, celui qui fait tourner l'IA. Pendant des années, cette stratégie est restée discrète. Google utilisait ses TPU en interne. Personne n'y prêtait attention. Puis Gemini 3 est arrivé, le modèle qui a déclenché le code rouge chez OpenAI, entraîné exclusivement sur des TPU, pas un seul processeur Nvidia. Google est le seul acteur à être capable de se passer complètement des puces Nvidia, ce qui réduit leur dépendance à un acteur externe. C'est unique sur le marché. En octobre 2025, ils ont signé un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Anthropic, le créateur de Claude, pour fournir jusqu'à 1 million de TPU, plus d'1 gigawatt de capacité de calcul. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de ce qui alimente une petite ville. Meta négocie un accord similaire. Même OpenAI commence à regarder du côté des TPU. Google n'est plus un client de Nvidia. Il est devenu son concurrent direct. Aujourd'hui, on est noyé sous le bruit médiatique et la hype technologique. Chez Futur Radar, notre mission est simple, isoler le signal du bruit pour vous montrer ce qui compte vraiment. Si vous appréciez ce travail de tri et d'analyse, le meilleur moyen de nous le dire, c'est de vous abonner. Rejoignez ceux qui cherchent à comprendre demain plutôt que de le subir. Ça se passe juste en dessous. Montons d'un étage les data centers. Microsoft et Oracle ont bâti leur stratégie IA sur ce business. Le principe, construire des entrepôts géants remplis de puces Nvidia et facturer l'accès à OpenAI et aux autres. Problème, ils payent le prix fort à Nvidia. Google fait la même chose avec Google Cloud, mais avec ses propres puces, pas de marge Nvidia. Et surtout une infrastructure optimisée de bout en bout. Les puces, le hardware, le refroidissement, le software, tout est conçu pour fonctionner ensemble. Les résultats sont spectaculaires. Au troisième trimestre 2025, Google Cloud a généré 15,2 milliards de dollars de revenus, en hausse de 34% sur un an. Le carnet de commandes atteint 155 milliards de dollars. Plus de 70% des clients utilisent maintenant leurs produits IA et Google a signé plus de contrats dépassant le milliard de dollars en 2025 que dans les 2 années précédentes combinées. En 2018, Google Cloud représentait 4% des revenus d'Alphabet. Aujourd'hui, près de 14%. Le petit frère est devenu un pilier. Passons aux produits. Hey Chad, are you there? C'est là que se joue la bataille visible, celle dont parlent les médias. ChatGPT compte 810 millions d'utilisateurs actifs mensuels, un chiffre colossal. Mais sa croissance ralentit. Seulement 6% de progression entre août et novembre 2025. Gemini atteint 450 millions d'utilisateurs et a bondi de 30% sur la même période. ChatGPT approche peut-être de la saturation. Gemini accélère. Et les chatbots ne sont qu'un produit parmi d'autres pour Google. Sam Altman a ChatGPT et Sora. Point final. Google a Gemini, mais aussi Chrome, Gmail, Drive, Docs, Search, Maps, YouTube, Android. Et ils ont un modèle hyper rentable depuis des années. C'est une véritable usine à cash. Pendant ce temps-là, OpenAI vit grâce à de généreux investisseurs. Vous voyez où je veux en venir ? Cet écosystème, aucune autre entreprise sur Terre ne peut le répliquer. Et Google intègre l'IA partout, dans chaque service, dans chaque application. Une fois que vous utilisez Gmail avec Gemini intégré, changer devient incroyablement difficile. C'est le même effet de verrouillage qu'Apple a créé avec l'iPhone, mais à une échelle encore plus massive. À chaque match sur la tech mondiale, il y a beaucoup de joueurs. Et à la fin, c'est Google qui gagne, fin de l'histoire. Sauf que cette domination pose des problèmes sérieux. Pour Google, et surtout pour nous. D'abord, la concentration du pouvoir. Quand une seule entreprise contrôle les puces, les data centers, les modèles, les produits et les appareils, que reste-t-il pour la concurrence ? Prenez le cas d'une start-up qui développe un nouvel assistant IA. Pour entraîner son modèle, elle a besoin de puces. Google en fabrique. Pour le déployer, elle a besoin de serveurs. Google en loue. Pour toucher les utilisateurs, elle a besoin de distribution. Google contrôle Android, Chrome, Search. À chaque étape, elle dépend d'un concurrent direct. C'est comme si vous vouliez ouvrir un restaurant, mais que votre principal rival possédait le bâtiment, la cuisine, les fournisseurs et la rue qui y mène. L'écosystème Google devient une prison dorée. Vous entrez facilement, vous sortez très difficilement. Ensuite, vos données. Gemini a maintenant accès à vos emails, vos documents, votre historique de recherche, vos photos, les vidéos que vous regardez sur YouTube. Depuis octobre 2025, l'IA utilise automatiquement ces informations pour personnaliser ses réponses. Pratique ? Certainement. Mais réfléchissez une seconde. Quand vous demandez à Gemini de résumer vos emails, l'IA lit vos conversations professionnelles, vos échanges personnels, vos factures, vos rendez-vous médicaux. Quand elle vous suggère une réponse, elle a analysé votre façon d'écrire, vos relations, vos habitudes. Mais où s'arrête la personnalisation ?
Où commence la surveillance? Google affirme que ces données restent privées. Mais privées de qui? Pas de Google. Et l'histoire nous a montré que les promesses de confidentialité peuvent changer du jour au lendemain, souvent enterrées dans une mise à jour des conditions d'utilisation que personne ne lit. Enfin, les régulateurs. L'Union européenne observe de près. Le procès antitrust américain n'est pas terminé. Google a échappé au démantèlement en 2025 parce que l'IA avait créé de la concurrence dans la recherche. Ironique. Mais plus ils dominent l'IA elle-même, plus les régulateurs seront tentés d'intervenir. Le problème, c'est le temps. Les procès antitrust durent des années. Et pendant ce temps, Google continue de consolider sa position. Quand un verdict tombera, il sera peut-être déjà trop tard pour recréer une vraie concurrence. Alors Google a-t-il gagné la guerre de l'IA? Sur le papier, leur position semble inattaquable. Les puces, l'infrastructure, les modèles, les produits, la distribution et 4 000 milliards de dollars pour financer la suite. Mais les guerres technologiques ne se gagnent jamais définitivement. Nokia dominait les téléphones, puis Apple est arrivé avec l'iPhone et personne ne l'avait vu venir. À chaque époque, le géant établi avait tous les avantages. À chaque fois, un outsider a trouvé un angle d'attaque imprévu. La vraie question n'est pas « Google va-t-il gagner ?», c'est plutôt « qu'est-ce que ça signifie pour nous si une seule entreprise contrôle l'infrastructure de l'intelligence artificielle ?» Surtout venant d'une entreprise américaine qui ne partage pas nos intérêts. Parce que l'IA va transformer l'éducation, la santé, le travail, la création. Si Google devient le fournisseur par défaut de cette transformation, les enjeux dépassent largement les parts de marché. La prochaine fois que vous ouvrez Gmail et que Gemini vous propose de résumer vos emails, posez-vous une question. Est-ce que je suis le client ou est-ce que je suis le produit ?